Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 20 novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto, pour parler news, dans lequel on va avoir une macro qui va être assez faible, des cryptos qui risquent d'être peut-être un peu moins faibles que prévu, ou en tout cas un petit retour de volatilité. On explique tout ça maintenant. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par une nouvelle de Meta qui est tombée. En l'occurrence, on a la dissolution de la division spécialisée dans l'intelligence artificielle et plus précisément la partie Venture, donc qui permet d'avoir la gestion en fait de l'attribution des fonds, et c'est dans la restructuration globale de Meta. On sait que Meta depuis 2021 s'est gouffré totalement sur la partie métavers, sur la partie intelligence artificielle. Ils n'arrivent pas à suivre, ils sont vraiment très très loin de ce qui est en train de se passer, et justement ils ont besoin de restructurer, ils ont besoin, je pense aussi, certainement d'élaguer les effectifs. Ça, on risque d'avoir des vagues de licenciements qui vont arriver, et c'est en même temps normal vu l'évolution de Meta et ce qui s'est passé sur le métaverse, sur l'intelligence artificielle, le retard qu'ils ont pris sur des technologies dans lesquelles ils auraient dû être en avance. Donc là, à un moment donné, il va falloir réagir vite et fort. À côté, on a Fidelity qui veut créer un ETF Ethereum pour concurrencer encore une fois BlackRock. Donc on est dans la dynamique où BlackRock pousse, et derrière on a classiquement les petits, entre guillemets, vraiment entre guillemets, qui suivent derrière. Donc on risque d'avoir une flopée ETF spot Ethereum, à savoir qu'on a déjà Vanek, 21 Share, Arx qui est là, on va avoir HDEX, on a Grayscale qui sont présents, et on a Galaxy aussi, donc on va avoir BlackRock et Fidelity qui vont arriver. Donc on est à 6, maintenant on va passer à 7 et potentiellement à 8 à terme, voire certainement arriver au 10, encore une fois, et donc on a une nouvelle pression au niveau de la SEC sur le fait d'avoir des produits financiers complexes pour les crypto-monnaies à valider, et la SEC d'ailleurs a reporté Global X, donc la demande de Global X pour son ETF spot BTC, donc c'était voilà, à peu près pricé, on savait déjà de base que ça allait arriver. 22 décembre qui est la nouvelle date pour l'ETF, la validation potentielle de l'ETF. Encore une fois, il y a des grandes chances que ce soit encore reporté une nouvelle fois. Et c'est pas parce que on avait l'idée, en tout cas un certain nombre d'analystes de Bloomberg avaient l'idée qu'il y ait une validation globale entre le 9 et le 17 novembre que ça s'est passé. Encore une fois, on prend du recul. Personnellement, j'ai tendance à vous dire qu'on va laisser la fin de l'année sans validation, et voire même potentiellement début de l'année 2024, pourquoi pas refuser pour demander un nouveau document et ensuite valider un petit peu plus tard. Encore une fois, on a la capacité de pouvoir refuser, ou en tout cas retarder le plus longtemps possible. La seule chose qu'ils ne peuvent pas refuser maintenant, en tout cas en l'état avec les éléments qu'ils ont déjà donnés, c'est l'ETF Grayscale. C'est le seul qu'ils ne peuvent pas refuser grâce à justement la mention qui a été donnée et la victoire aux tribunaux de Grayscale. Et encore une fois, c'est sur les mentions qui ont déjà été effectives. S'ils arrivent à trouver une faille, ils pourront le refuser. Donc, encore une fois, on sait que ça va être validé. La question est vraiment sur le quand, et c'est là où il faut vraiment se concentrer. À côté, on va avoir les options qui ont éclaté totalement avec cette incertitude autour du quand, le quand de la validation de ces ETF. Et on voit bien l'augmentation déjà depuis octobre, et on voit vraiment l'accélération depuis qu'on a commencé à avoir beaucoup de rumeurs sur la validation de BlackRock, dans lequel on a forcément de la couverture. Les options sont généralement une couverture, un hedging par rapport aux positions que l'on a actuellement, et beaucoup de personnes sont en train de se hedger par rapport à une probabilité soit de validation, soit d'invalidation. Et plus on va avoir une rumeur, et donc plus on va avoir une accélération du BTC, plus on a un risque d'avoir un flux inverse à ce qu'on est en train de connaître, et donc les personnes sont en train de se hedger, et ce qui est plutôt
classique. Au niveau de la macro, on va avoir une semaine qui va être assez vide, on va pas se le cacher, hein. On a la minute du FOMC qui va être répartie entre mardi et mercredi, assez peu de mouvements, je pense, liés à ça. Et ensuite, on va avoir Thanksgiving sur le 23 et le 24 novembre. Donc là, pour moi, on va avoir vraiment très peu de mouvements sur cette semaine, en tout cas sur la macroéconomie. En plus, on a un pricing qui est en train de se faire sur la probabilité d'un mouvement des taux. On voit bien qu'on va pas bouger du tout avant au moins mars, je pense, voire le pricing est en train de se faire sur mai, voire potentiellement même juin, si jamais on continue à évoluer dans ce sens-là, et ça va être à surveiller. Donc une macro qui va être relativement faible sur cette fin d'année, avec l'accélération vraiment très forte que l'on a pu connaître. Ici sur le S&P 500, je vous l'ai expliqué notamment dans la vidéo de samedi dans lequel on est revenu sur cette accélération-là, d'où elle est venue, principalement du Nasdaq. Nasdaq d'ailleurs où on a fait une accélération haussière en mensuel qui est assez extraordinaire, et quand on regarde sur ce qui s'est passé en weekly, on voit bien que on a pris la liquidité supérieure, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc ça va être une semaine qui va être très importante, qui va marquer soit une possibilité de déclin, et donc à ce moment-là, on aura clairement un S&P 500 qui va s'enfoncer, parce que le S&P 500 est tenu par les valeurs tech, par les gros géants, et si jamais on a une respiration sur cette fin d'année, on risque d'avoir une cassure assez forte, à savoir que, comme d'habitude, Thanksgiving, c'est un moment de réunion, c'est un moment qui est fort aux USA, dans lequel les personnes partagent les bons moments de cette année, les problématiques qu'ils ont pu avoir, et aussi les bonnes affaires qu'ils ont pu faire. On sait très bien, par exemple, que dans les crypto-monnaies, lorsque l'on arrive dans une phase de pré-bull run, donc on a eu des phases d'accélération, il est possible que la semaine de Thanksgiving et les 2-3 jours après, on ait une accélération haussière, parce que les personnes parlent de la rentabilisation qu'ils ont pu avoir au niveau de leur achat crypto, et dans lequel, par exemple, parler de certains projets dans lesquels on va avoir des personnes qui n'ont pas investi, qui vont investir suite à ces réunions de famille. À côté, on a le pétrole qui est toujours en train de lutter, hein. Je pense qu'on va rester dans ces zones-là pendant encore un certain temps. On a le dollar qui continue à s'enfoncer, encore target que l'on a 102 à surveiller, réaction à 102 qui donnerait en fait potentiellement une accélération suffisante pour aller retester les 104, 105, niveau important pour valider en fait potentiellement un range entre 102, 104, 105 avant d'avoir une direction réelle qui va être effectuée sur une macroéconomie beaucoup plus globale. À côté au niveau du BTC, on est toujours dans cette phase de compensation suite à l'accélération très forte que l'on a connue, accélération qui est liée principalement à la rumeur de validation instantanée des ETF, dans lequel ça allait être sous peu de temps. On a eu vraiment la rupture de cette zone de résistance qui a été grâce à cette rumeur, dans lequel on a eu une première accélération qui a été la fausse rumeur, la véritable fausse rumeur, qui a été relayée par un très grand média spécialisé dans la crypto, dans lequel ensuite on a eu la suite des rumeurs qui ont commencé à arriver avec la validation que ça allait potentiellement se passer très rapidement, voire plus rapidement que prévu. Et cette accélération haussière a continué jusqu'à ce qu'on commence à voir un étiolement de l'accélération avec la target que l'on a de 1,1 à 37 649, donc target de Fibonacci de cette extension jusqu'à ce retracement, et on voit que là on n'a plus trop de rumeurs, donc on est en train de consolider au niveau du cours, ce qui est plutôt classique, avec derrière un transfert des liquidités que l'on retrouve sur les altcoins hors Ethereum qui n'a pas eu cette phase d'expansion, hein, Ethereum qui est vraiment à la traîne depuis un certain temps. Et donc là on va parler de quelque chose qui fait pas plaisir. Si jamais on était dans Buy the Rumor, Sell the News, bah il y a plusieurs exemples. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est LTC, ce que vous avez été nombreux en même temps à me le demander derrière dans les commentaires, et bon, LTC je ne l'analyse pas parce que c'est pas une crypto qui m'intéresse vraiment pas, mais ce qui est intéressant de voir c'est que on a toujours, en plus sur Litecoin, on a toujours cette schématique vraiment de Buy the Rumor, Sell the News par rapport au halving. Et ça c'est systématique, hein. Vraiment à chaque fois on se retrouve dans la même démarche, dans laquelle on a une valorisation 6 mois, 7 mois avant le halving, pour ensuite avoir un dump quelques mois avant, voire même au halving en lui-même. Et notamment la dernière phase de Buy the Rumor, c'est 2 semaines en juin ici, alors que pour rappel, sur cette période-là, on venait de se remettre de l'annonce de la SEC le 5 juin. Donc on était dans quelque chose qui était relativement compliqué, pourtant on avait
un LTC qui était en train de s'envoler en parlant du halving avec énormément de nouvelles et de rumeurs autour du halving, comme quoi ça allait être le renouveau de LTC. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Une fois qu'on a cassé les niveaux supérieurs, les personnes ont commencé à prendre leur profit. On a eu après une phase de personnes qui ont largué tout simplement leur bague, qui avaient acheté dans cette zone-là en disant ok, ben on se prépare justement pour le halving en disant que ça va éclater. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes ont tout simplement abandonné et ont vendu à perte. Et là, on se retrouve dans un retest qui est plutôt classique. Ça, c'est un exemple classique de buy the rumor, sell the news. Ok, maintenant, faites-vous la même chose avec ce qui se passe sur le BTC, sauf que vous retirez quelque chose qui est important qu'on a dans LTC, qui est une date. Quelque chose que l'on a dans aussi Ethereum, quand on a eu The Merge, une date. Quelque chose qui est acté, dans lequel, ça y est, cette date-là va arriver. On sait que ça va être à ce moment-là. On ne l'a pas. Et ça, c'est compliqué, et c'est pour ça qu'on peut continuer à pousser relativement haut, tant qu'on n'a pas de validation de la date. Et à partir du moment où vous allez voir où on aura une validation de la date, il est fort probable d'avoir une respiration, soit une éthérisation, soit une respiration, qui est en même temps classique, dans lequel on a en fait un intérêt en se disant c'est bon, ça va être demain. Imaginez bien que se dire que la validation va être demain, et ça tous les jours depuis globalement plusieurs semaines, c'est usant, c'est quelque chose qui va avoir un impact et les personnes n'auront pas la même réaction. C'est le même principe. Faites le test avec un ami. Alors par exemple, prenez un ami qui adore Disney. Vous allez lui dire, écoute, on va aller à Disney, je t'offre Disney. Et vous lui dites pas quand. Et tous les soirs, vous lui dites, peut-être demain, on ira à Disney. Vous allez voir que la hype va être très forte au début, et beaucoup moins forte quand on continue à faire ça, et même quand la personne ira à Disney, on n'aura pas du tout la même hype, et la personne sera limite blasée d'y aller par rapport à ce qu'il a ressenti émotionnellement, et au choc émotionnel qu'il a eu. C'est quelque chose qui est classique, et qui est humain. Et c'est le même principe, pourquoi aussi on a une telle réaction au niveau de la possibilité de rumeur? Bah parce qu'on a eu la fausse rumeur, et quand on a vu la fausse rumeur, on a vu une bougie qui a fait plus 10% d'un coup. Et les personnes sont en train d'anticiper que potentiellement, lorsqu'on aura la nouvelle de validation, on aura encore une bougie qui sera peut-être pas de 10, mais peut-être de 20 ou de 30% d'un coup. Et forcément, c'est l'anticipation de ce qui peut arriver qui fait qu'on a ici cette accélération haussière, à part un gros short squeeze dans lequel on a eu ici beaucoup de personnes qui ont essayé de shorter durant toute cette accélération-là. Néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a cassé la zone très importante des 32 000 qu'on attendait depuis un certain temps, et qu'on est bien dans une phase de stabilisation. Actuellement, est-ce qu'on est dans une phase de retest ou de réaccélération? Ça va dépendre principalement de quoi? Des rumeurs et pas forcément du cours. À côté, on a bien une volatilité qui est en train de s'affaisser sur ces 2 derniers jours, qui est plutôt classique, avec une respiration. Court terme, on voit bien que on a un trou de volume qui se trouve en dessous des 32 000, suite à l'accélération haussière très forte que l'on a eue. Et clairement, on a très peu de volume, hein. Le mouvement a été vraiment très fort parce que le carnet d'ordre était très vide à ce moment-là. Et court terme, on voit que sur ces derniers jours, depuis principalement vendredi, depuis qu'on a eu la cassure baissière, on est dans une phase de consolidation et de compression de liquidité qui est plutôt classique, dans lequel, suite classiquement, un vendredi soir, on va liquider ces parties-là avant d'avoir une cassure baissière et aller liquider ces zones-là. Et d'ailleurs, sur l'order flow, on voit que l'open interest est toujours relativement bas. On a une petite réaction au niveau des top traders. Personnellement, je le verrais plus comme un allègement des shorts CF, les personnes qui sont fait liquider sur cette petite accélération haussière. Et quand on regarde un petit peu, on voit bien qu'on a consolidé de la liquidité jusqu'à 38 000, 38 300. On a consolidé de la liquidité jusqu'aux 35 000, donc ce qui est plutôt classique, hein, suite à une forme d'incertitude et de compression du cours pour préparer un prochain mouvement. C'est plutôt classique par rapport à ce que l'on connaît. Au niveau des liquidités sur Kingfisher, intéressant de voir qu'on a toujours un gros pool de liquidités qui se trouve en bas. Encore une fois, la question que vous devez vous poser, c'est pas parce qu'il y a la liquidité qu'on y va, parce qu'on a la liquidité en haut et on a la liquidité en bas. Qu'est-ce qui détermine si on va en haut ou en bas? Bah, globalement, quel est l'intérêt du marché et des market makers à aller à un endroit précis? Est-ce qu'il y a un intérêt de retourner, retester potentiellement les 24 000? Est-ce qu'il y a un intérêt pour les market makers? Qui sont les market makers? Et quelle est la volonté de ces market makers? Alors déjà, on a les whales, ok, on a certains institutionnels, ok, et on va avoir par exemple les exchanges. Et quelle est la volonté de ces acteurs et où est-ce qu'ils souhaitent aller et amener le prix? Clairement, actuellement, il n'y a aucun intérêt à aller
plus bas, casser plus bas, tant qu'on n'a pas l'élément déclencheur suffisant pour nous amener baissier. Même si on voit un CVD qui est en train de chuter depuis qu'on est arrivé à ce top là, ce n'est pas parce qu'on a chuté qu'on ne pourrait pas avoir une réaccélération. Si on regarde bien le CVD perp, donc qui est le perpétuel des futurs, on voit bien qu'on n'a pas cassé ce lot-là, alors que clairement le spot on est en train de s'enfoncer. Donc ça veut dire que le mouvement est majoritairement porté par une agressivité des futurs, et donc derrière, possiblement une continuité de squeeze, que ce soit long ou short, peu importe ce qui va se passer, on pourrait très bien avoir une réaccélération et recasser ce top-là au niveau de l'agressivité, et avoir ici une agressivité spot qui serait beaucoup plus modérée, qui s'étiolerait petit à petit, parce que globalement les personnes n'achètent pas agressivement ce marché en spot. Et ça, c'est tout simplement les CVD qui nous les montrent, et ce sont des CVD qui sont consolidés sur l'ensemble des exchanges. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil qui est Kingfisher. On a terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve tout à l'heure à 13h30 pour AXS, la crypto de Axie Infinity.